Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, vos premiers succès littéraires auraient pu vous donner le sentiment que le roi n'était pas votre cousin. Finalement, c'est une tante qui vous permet aujourd'hui de retrouver la toute petite famille des romancières à succès. Bonjour Valérie Perrin. Bonjour. Alors, je vous avais accueilli au début des clés d'une vie pour changer l'eau des fleurs. C'était encore une toute petite émission. Maintenant, vous savez qu'on a près d'1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube et on a presque autant de lecteurs d'auditeurs que vous avez de lecteurs. Voilà. Alors, formidable. Vous revenez avec Tata, un roman chez Albin Michel dont on va parler, bien entendu. Et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle a un rapport avec votre livre. C'est le 9 mars 1969, le jour où Guignon rentre dans l'histoire de la Coupe de France en éliminant Nice par 2-0 au Stade du Ray. C'est drôle, je l'ignorais complètement. Ah en oui, 69 Oui, et ils sont au Stade du Ray, qui est un stade de 1927, qui a été démoli en 2016. Et il est resté la tribune sud, la rotonde, où il y a la billetterie en souvenir. Alors ça veut dire que mon père faisait forcément partie de l'équipe en 69. Oui, Yvan Perrin a même dû marquer sûrement. Oui, exactement. En fait, c'est une équipe qu'on appelle les forgerons. Oui. Et votre père est entré, Yvan Perrin, est rentré l'année précédente, en 68. Oui. Mais il n'a pas pu jouer pendant 1 an pour des raisons administratives, je crois. Ah bon? Oui. Ah bah je lui en parlerai en sortant de l'émission. Voilà. Et on l'appelle Yvan le Terrible, je crois. Oui, absolument. Parce qu'il arrive et il dribble. Enfin, oui. Ça marche très très bien. Et d'ailleurs, il a contribué à l'arrivée de Guignon dans le championnat national en 69, je crois. D'accord. Voilà. C'était la 2e division. Le monde du football, vous le connaissiez à l'époque? Alors en fait, j'ai pas eu le choix puisque mon père arrive à Guignon pour le foot. Donc moi j'allais au match quand j'étais petite. Mon père s'est blessé en 72. Oui. Ensuite, il a été entraîneur et ensuite, il a été journaliste sportif très longtemps. Il était correspondant de presse, alors je crois pour à l'époque Le Progrès, Le Dauphiné, Libéré. Donc après, je l'ai accompagné souvent dans les tribunes de presse. Donc oui, puis de toute façon, on allait au match. Voilà. Il faut savoir que le football, c'était pas le football d'aujourd'hui. Moi, je me souviens de Yannick Noah qui me racontait que son père est venu gagner la Coupe de France pour Sedan en 62. Il est arrivé en 2e classe, il est reparti en 2e classe. Bien sûr. C'était pas les cachets. Non, mais ça n'avait rien à voir. Et puis, il faut recontextualiser. On se retrouvait au match le samedi soir. Toute la ville se retrouvait au match pour se réunir autour de ce ballon qu'on aime moins le football. C'était vraiment la réunion de tous. Oui, et le football est cher à Sud Radio, puisque avant les clés d'une vie, il y a une émission régulièrement consacrée au football. D'accord. Alors, il faut savoir que vous êtes né à Remiremont et que vous avez grandi à Guignon. Oui. Comment ça se fait? Parce que mon père a été, je sais pas d'ailleurs comment, mais il a été repéré. Quelqu'un l'a repéré, lui a dit: est-ce que ça t'intéresse de venir jouer à Guignon? Et donc à l'époque, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était semi-professionnel. Il travaillait pour l'usine le matin, dans les fameuses forges de Guignon, qui s'appelle aujourd'hui ArcelorMittal, qui est passé par un autre nom qui était Usinor. Et mon père est venu, donc j'avais 1 an. Voilà. Il y a Guignon, 9000 habitants, et il se trouve qu'il y a eu jusqu'à 3750 salariés chez Usinor et aux Forges de Guignon. Et moi, quand j'avais 12 ans, on était 12 000 habitants à Guignon. Hein. Ça s'est désertifié, mais comme beaucoup de provinces, hélas. Exactement. Alors, il y a quand même un générique que vous entendiez régulièrement à l'heure du déjeuner. C'est trop. Téléfoot, c'était obligatoire. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est plus tard, quand je me levais à midi, j'étais désespérée d'entendre qu'ils étaient déjà devant le foot. Ouais. Mais il y avait d'autres choses à la télé. Oui, bien sûr, mais bon, c'est normal. Comme mon père était journaliste sportif, il regardait. Il s'est toujours intéressé au foot, mais à tous les sports. Voilà. Mais vous, je crois qu'il y avait un super gymnase et que c'était plutôt le tennis, Valérie Perrin. Alors moi, j'allais faire des balles contre le mur au tennis. J'ai fait de la gym aussi pas mal. Pas mal de gym, j'ai fait du hand, mais c'était assez laborieux dans l'ensemble. Je n'étais pas une grande sportive. Non, mais les garçons jouaient au foot et vous au tennis toute seule. Je crois contre un mur, toute seule. Oui, j'aimais bien, beaucoup. Alors vous aimez aussi la musique et je crois qu'il y a une chanteuse qui va vous parler en l'écoutant. Oh mon Dieu, c'est fou. Call Me, la chanson du film American Gigolo par Debbie Harry. Debbie Harry, Blondie.
On avait, avec mon amie Anne Tribou, elle avait une cave. Et dans la cave, son grand frère Laurent avait installé un micro, une sono, il faisait de la musique. Et nous, on y allait quand les garçons n'étaient pas là. Et je chantais ça, je me souviens, dans le micro. C'est fou. Comment vous savez ça? Ah ben, je suis un peu renseigné. C'est fou. Mais c'est vrai, en plus, elle est encore en activité, Debbie Harry. Extraordinaire. Elle a moins de succès qu'il y a 30 ans, mais elle continue à sortir des albums. Oui. Le dernier, je crois, Pollinator en 2017. Absolument. Voilà. Alors, le point noir, quand même, c'est l'école, je crois. C'est pas mon grand amour. J'ai jamais adoré l'école. Mais avec le temps et le recul, on doit quand même tous les beaux textes qu'on a à découvrir. On doit aussi à l'école le fait de rencontrer ses amis, de ces liens très forts avec nos amis d'enfance. Je trouve que c'est fondamental l'école. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, je préférais l'école buissonnière, je préférais le samedi, je préférais le dimanche, je préférais les mercredis et les grandes vacances. Voilà, mais à l'école, ça se passait comment, Valérie Perrin? D'abord, la primaire, c'était relativement doux parce que les maîtresses étaient extrêmement gentilles. Et après, c'était plus dur. Je me souviens vaguement du collège que j'ai pas trop aimé. Et puis au lycée, j'ai tenu jusqu'en première. Et en première, je me suis dit, je veux partir, j'en ai marre. Ça ne m'intéressait plus du tout. Et vos parents n'étaient pas déboussolés, affectés? Si, sans doute, mais comme j'ai quand même eu toujours beaucoup de caractère et que j'ai toujours décidé de ce que j'allais faire, je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix. On peut pas forcer. À un moment, on peut pas forcer un enfant à travailler, à aller à l'école. Je voulais être indépendante, je crois. Ça a été quelque chose que j'ai ressenti très tôt. Et donc, à 17 ans, j'ai quitté l'école. J'ai dû travailler 1 an, j'ai fait des petits boulots, j'ai enchaîné des petits boulots en Bourgogne et après, je suis partie à Paris. Oui, à 19 ans, vous arrivez, Valérie Perrin, pour bouffer du béton. Oui, vraiment, oui. J'en parle beaucoup dans mon 3e roman, 3. On n'en parle jamais. Ou très rarement, et en littérature et partout, de la douleur et puis de la violence que ça peut représenter de grandir en province et de devoir partir après le bac, qu'on l'ait ou qu'on n'ait pas le bac, vers l'âge de 18 ans à la majorité, vers des grandes villes qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que moi j'ai quitté ma petite province, on avait quand même une enfance très privilégiée, et je me suis retrouvée du jour au lendemain à vivre à Vitry-sur-Seine, prendre le RER, travailler, et c'est vrai que c'était fou quand même, c'était complètement fou cette violence-là, de se retrouver dans les souterrains. C'était d'une violence inouïe. Mais on n'en parle pas, on n'en parle jamais ou rarement. Oui, mais vous en aviez envie en même temps. Bien sûr, c'est ce que je voulais. Mais entre ce qu'on rêve et ce qu'on vit, on sait toujours qu'il y a toujours une marge. Et là, c'était assez compliqué au début, et puis petit à petit, on s'habitue évidemment. Oui, en même temps, c'était pas le Paris d'aujourd'hui, Valérie Perrin. C'était le Paris extrêmement facile. Moi, quand je suis arrivée en octobre 1986 à Paris. J'ai pris le RER le matin. Je suis allée dans le Forum des Halles, je me souviens très bien. Je connaissais absolument pas, j'avais jamais mis les pieds au Forum, ni à Paris toute seule, jamais. J'étais allée avec mon père, mes parents, mais beaucoup plus petite. Et j'ai poussé une porte, et le lendemain, j'avais du travail. En fait, j'ai été embauchée le jour même. Il faut savoir qu'à l'époque, on trouvait du travail comme ça. Et qu'on pouvait vivre, je dirais, relativement normalement avec un SMIC. Alors quand je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement impossible. C'est totalement impossible. Mais vous aviez un but en arrivant à Paris? Est-ce que j'avais un but? Je voulais déjà quitter vraiment la province, être plus dans quelque chose qui ressemblerait à de l'anonymat. Et puis ça aussi c'était possible à l'époque, ce qui est absolument plus possible aujourd'hui avec ce petit salaire de misère. J'allais au cinéma tous les jours, tous les soirs. C'était votre formation pour l'avenir. Oui, absolument. Avec une passion pour le cinéma déjà? Passionnée absolument de cinéma et aussi de littérature. Je me souviens, je lisais tout le temps. Voilà. Alors qu'à l'école, vous n'étiez pas passionné de littérature. Et je pense que je dois beaucoup ça, en fait. Le fait d'avoir arrêté l'école si tôt, quelque part, j'ai trimballé mon chagrin d'école, comme le dirait si joliment Daniel Pénac. Et qu'en trimballant ce chagrin d'école, j'ai voulu rattraper toute ma vie quelque chose qui me manquait. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup lu. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup lu et beaucoup écrit et qui passait enfance et vacances à Gueugnon, c'est Gabriel Chevalier, l'auteur de Clochemerle, un livre très célèbre qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en 26 langues. Et c'était une sorte de vie quotidienne dans un village totalement parodique et rabelaisienne. Et il avait l'esprit de Gueugnon. Je l'ignorais complètement, c'est fou.
Alors, il se trouve aussi qu'à Paris, les petits boulots, je crois que vous avez vendu des robes dans une boutique. J'ai fait un truc incroyable. J'étais dans le 16e arrondissement, dans une boutique qui s'appelait Franck et Fils, à Passy, et je vendais les premières robes de soirée pour les premiers rallyes des jeunes filles qui venaient s'habiller avec leur maman. Voilà. C'était incroyable. Parce que les rallyes du 16e arrondissement, c'était le moyen de trouver un mari. Oui, un futur mari. Elles étaient toutes timides en plus, ces filles. Ouais, c'était joli. C'était des très jolies robes. Et elles venaient avec leur maman, leur grand-maman. Et puis, voilà, ça durait quelques heures, les essayages. Et voilà. C'est drôle. C'était il y a si longtemps. Il y avait la téléphonie mobile aussi. Oh là, t'es fou, ça arrive beaucoup plus tard. Ça, c'est beaucoup plus tard, des années après. Entre les robes de rallye et la téléphonie mobile, je me suis formée à l'informatique. Je maîtrisais pas mal de logiciels et notamment Word sur tous les PC, tous les Mac. J'ai fait beaucoup d'intérim, j'adorais ça. Beaucoup de missions d'intérimaire. Et puis, j'ai été engagée en 2002 pour diriger une boîte de téléphonie mobile à Trouville-sur-Mer. On est passé de 5-6 employés à 40 personnes en 5 ans. Et c'était incroyable. Expérience extraordinaire. Humainement, extraordinaire. Et en même temps, Valérie Perrin, vous aviez envie d'écrire. J'écrivais déjà pour les autres. Quand les gens avaient besoin d'un texte, quel qu'il soit, pour un événement, on me demandait à moi de l'écrire, toujours. Et puis, j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait La Mouette de Lucien, dans les années, je dirais... 98-99, et ça a donné naissance aux Oubliés du Dimanche, mais qui est arrivé beaucoup plus tard. Voilà, et il y a eu d'autres choses, et on va continuer à parler de tout cela avec une autre date importante dans votre vie, le 10 novembre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Valérie Perrin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Valérie Perrin. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman Tata chez Albin Michel, un roman qui est déjà un succès, comme les précédents. Et on expliquera un peu tout ce qu'il y a dans ces livres exceptionnels et qui a demandé beaucoup de travail. Et on revient à votre parcours, car c'est le principe des clés d'une vie, avec la date du 10 novembre 2021. Écoutez. Je suis arrivé à 2h du matin, je me suis garé devant les grilles du cimetière. À 7h du matin, la bande-annonce de la première de Changer l'eau des fleurs au théâtre Le Pic. Et car ce jour-là débute ce spectacle et vous êtes dans la salle tout ému, Valérie Perrin. Oui, je suis dans la salle, je n'ai rien vu. J'ai pas voulu savoir parce que j'ai confiance aux deux metteurs en scène que sont Salomé Lelouch et Michael Chérignan. Je sais que ça a été aussi adapté par la comédienne Caroline Rochefort. Et je ne sais rien. Je suis avec mes parents, avec Claude, avec mes enfants. Et je découvre la pièce et pour moi, c'est une totale réussite, quoi. Mais vous voyez vivre vos personnages. D'abord, je vois vivre mes personnages, mais surtout, je vois le choix qu'ils ont fait, parce que sur ce gros roman, ce gros pavé qui est Changer l'eau des fleurs, ils n'ont gardé qu'1h10 et que 3 personnages. Et ça, c'est formidable. Il faut savoir que le théâtre Le Pic a été, en 54, le théâtre le plus haut de Paris, parce que c'était au sommet de la butte Montmartre, et que l'un des pensionnaires qui venait faire du théâtre expérimental, c'était Eugène Ionesco. Et ensuite, c'est devenu le Ciné 13, oui, avec Claude Lelouch. Oui. Alors, cette adaptation, on vous l'a proposée un jour, ce qui vous a surpris. Alors, en fait, c'est ma belle-fille qui m'a appelée. Elle était ma belle-fille Salomé. Lelouch était à Avignon et Caroline Rochefort arrive de la gare de Lyon. Je venais d'avoir le prix de la Maison de la Presse et elle a trouvé ce roman, elle l'a pris dans une boutique, je ne sais pas laquelle, on va pas donner de marque, à la gare de Lyon. Et quand elle est arrivée à Avignon, elle a dit à ma belle-fille, ça c'est un bijou, ça il faut l'adapter. Et Salomé a cru une blague. Et elle n'a pas compris, Caroline, pourquoi ça. Elle dit, mais c'est ma belle-mère. Et elle avait pas. Alors, de temps en temps, Salomé parlait de sa belle-mère, mais elle savait pas que c'était Valérie Perrin. Et c'était magnifique. Donc, Salomé m'appelait, elle me dit, tu vas pas me croire, Caroline vient d'arriver, elle veut l'adapter. Et moi, ça m'a plu, parce que moi, je connaissais déjà le travail et de Salomé et de Michael. J'avais vu des pièces et j'ai trouvé tous les deux exceptionnels. Et je me suis dit, il faut même pas réfléchir, il faut y aller. Voilà. Et Caroline Rochefort, avant d'être comédienne, a fait des études en psychologie et criminologie. Ce qui a aussi contribué d'ailleurs à l'écriture de la pièce. Alors, au départ, cette gardienne de cimetière, vous l'avez imaginé un petit peu presque par hasard. Alors, elle est arrivée dans ma tête, dans mon esprit, un jour au petit cimetière d'Auberville où reposent les parents de mon époux, Claude. Et je me suis assise sur la tombe parce qu'on a échangé de chaussures et on est ressorti de ce cimetière avec les chiens. J'ai fermé la grille et
est arrivée dans mon esprit Violette, comme un cadeau, mais vraiment un merveilleux cadeau. Je dis toujours que ce sont les parents de Claude qui m'ont soufflé cette idée de l'au-delà, je sais pas. Et puis ça m'a pas lâché et ça a vraiment, on peut vraiment dire, non seulement changé ma vie, ma propre vie, mon existence, je pense la vie de beaucoup de lecteurs parce que des témoignages j'en reçois tous les jours. Et puis surtout, elle est aujourd'hui dans 60 pays. C'est fou, hein. Alors, effectivement, beaucoup de gens ont découvert le métier de gardienne de cimetière. Alors, c'est pas ça. Alors, déjà, on a découvert ce métier, d'une part, mais surtout, c'est un support aujourd'hui, parce qu'on a le recul, c'était 2018, c'est un support pour des médecins, pour les infirmiers, pour les psychologues. Beaucoup de gens travaillent le deuil, ou le chagrin d'amour, ou le burn-out, avec ce livre en support. Comme s'il réparait. Ce que vous n'aviez jamais imaginé. Impossible. J'aurais pu l'appeler, comme le merveilleux roman Réparer les vivants. Quelque part, Violette Toussaint, ce personnage, a réparé beaucoup de vivants. C'est assez fou. Et vous avez des témoignages en permanence. Tout le temps. Et d'ailleurs, le spectacle reprend régulièrement. Il est repris. Là, il a repris en alternance avec Caroline Rochefort. Et j'ai un terrible Ludivine de Chastenay. Ouais. Au Théâtre Le Pic, en ce moment. Oui, jusqu'en janvier. Jusqu'en janvier, vous en savez plus. Et toutes les générations sont là. Ah, c'est extraordinaire. Et puis moi, mes lecteurs, quand je fais des signatures, là j'ai repris le chemin des dédicaces. Mes lecteurs ont tellement aimé l'adaptation qu'ils sont allés le voir plusieurs fois. Ils sont allés voir la pièce plusieurs fois. Elle est allée 2 fois à Avignon, c'était complet. Ils sont allés au Théâtre de la Renaissance aussi, et ça repart au Le Pic jusqu'en janvier. Ouais. Alors il se trouve qu'il y a un entretien permanent des cimetières. Il y a des plaques volées pour le 1er novembre, et le chant le plus écouté dans le Sud, dans les cimetières, c'est la Marseillaise. C'est la Marseillaise, étonnant. Ça, je l'ignorais. Je savais qu'on avait Cabrel. Oui. Je viens du ciel et voilà, je viens du ciel et nanana, ne parle que de toi, voilà. Et puis aussi, puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Et il se trouve que pour écrire ce livre, Valérie Perrin, vous avez mené une longue enquête dans les cimetières. Oui, d'abord j'ai beaucoup marché dans beaucoup de cimetières pour retenir quelques épitaphes que je trouvais magnifiques. J'ai beaucoup parlé avec un homme qui était fossoyeur pendant 30 ans dans la ville de Guignon, Norbert. Et j'ai aussi beaucoup échangé avec un monsieur qui a un magasin de pompes funèbres à Trouville-sur-Mer, Raphaël Fatou. Et vous avez inventé en plus un lieu qui ressemble à Guignon. Oui, j'ai inventé un lieu qui ressemble à Guignon, qui s'appelle Brancion-en-Chalon, pour le situer en Bourgogne, donc le château de Brancion vers Mâcon et la ville de Chalon-sur-Saône. J'ai inventé, mélangé ces 2 mots. Et puis surtout, j'ai fait un copier-coller du cimetière de Violette dans le roman du cimetière de Guignon. C'est vraiment un copier-coller. En plus, quand vous allez à Guignon, d'ailleurs, je l'ai montré à Caroline Rochefort parce qu'ils sont venus jouer la pièce il y a quelques mois à Guignon, et je l'ai amené au cimetière. C'était très, très émouvant. Il y a vraiment la maison à l'entrée, telle qu'elle est dans le roman, et puis il y a toutes ces allées. Et ce qui était important, Valérie Perrin, c'est que ce roman ne soit pas triste. Oui, c'est un roman particulier. C'est un roman qui parle de l'amour, du chagrin, c'est vrai, mais aussi pour moi, c'est fondamental dans tous mes romans. En principe, mes narrateurs ont beaucoup d'humour. J'essaye parce que si on fait tout au 1er degré, c'est la fin du monde. Donc ils ont quand même de l'humour sur tout. Et du recul. Oui, et puis il y a une autre chose importante, vous avez réussi à mêler plusieurs histoires, un peu comme des poupées russes. Oui, ça c'est ce que j'aime le plus. Tata, c'est ça, Changer l'eau des fleurs, c'est ça, 3, c'est ça. C'est comme ça, j'aime beaucoup, d'abord j'aime beaucoup être dans un présent et retourner très souvent dans le flashback, dans le passé, pour faire un état des lieux. Et c'est vrai que j'aime mélanger les destins. Mais ça, c'est inné ou vous l'avez appris? J'en ai aucune idée. Je pense que il y avait quelque chose qui était inné. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec Claude Lelouch au travail de scénario. Et je pense qu'on sent dans mes romans que je viens du cinéma. On sent que mes romans sont très cinématographiques. Et d'ailleurs, ils sont extrêmement dialogués. D'ailleurs, oui. On le verra tout à l'heure dans Tata, où il y a effectivement... Il y a beaucoup de dialogues. Et puis il y a une cinéaste dans Tata. Exactement. Il y a aussi des clins d'œil à Clint Eastwood dans ce livre. Dans Tata? Non, dans l'eau des fleurs. Ah, dans l'eau des fleurs, oui, parce que dans Clint Eastwood, souvent, parce que je parle souvent de la route de Madison.
Et on a une histoire d'amour parallèle dans cette histoire-là. Gabriel Prudent qui est amoureux d'une femme qui s'appelle Irène Fayolle. Et un soir, en regardant sur la route de Madison, il craque. Il craque complètement et sa vie va basculer. Et curieusement, il a creusé des trous avant d'être comédien, mais des trous pour des piscines. Clint Eastwood, jusqu'à 29 ans, il vivait de ça. Oh bah alors ça, c'est fou. C'est extraordinaire. Alors, il se trouve que le succès a été immédiat. Certains ont mis le succès sur le fait qu'il y avait une couverture qui attirait, d'autres que c'était soi-disant un roman feel-good, ce qui n'avait rien à voir. Oui. C'est très particulier. Alors en fait, c'est très particulier. Je pense qu'on s'est complètement planté sur l'idée de cette image en couleur rose et verte, changer l'eau des fleurs. Et je sais que les libraires m'ont dit qu'ils avaient du mal à pas le vendre, parce que c'est pas du tout ça, on n'est pas dans ça, mais à véhiculer l'idée que c'était un objet littéraire et pas quelque chose, ça veut plus rien dire, on met tout dans feel good aujourd'hui, dans cette expression hyper bizarre, oui, ça veut rien dire. Et donc du coup, quand le livre de poche a repris Changer l'eau des fleurs, ils ont changé la couverture. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant, la couverture d'un roman. Et l'affiche aussi du film qui se prépare, parce que après des années, c'est Jean-Pierre Jeunet qui va tourner l'adaptation. Oui, absolument. Alors, il a fini d'écrire le scénario, ça y est. Il va rentrer en préparation. Je crois qu'il a une idée pour la comédienne principale, mais pour l'instant, personne n'a le droit de le dire. Et puis, on cherche le Philippe Toussaint parfait. On cherche le Julien Seul parfait. On en parle souvent avec Jean-Pierre. Et puis après, il y a tous les petits rôles. Mais voilà, les trois principaux, Julien Seul, Philippe Toussaint et Violette. Et surtout, j'ai envie de dire surtout Violette, puisque quand même, cette histoire repose beaucoup sur les frêles épaules de notre garde-cimetière. Oui, et en même temps, vous avez un point commun avec Jean-Pierre Jeunet. Oui. C'est encore Guignon, ben toujours voilà. Guignon, c'est incroyable. Un jour, je rencontre Jean-Pierre, il y a une dizaine d'années, je dirais. Je lui dis, pourquoi est-ce que la mère d'Amélie Poulain, dans le film Amélie Poulain, est originaire de Guignon? Et là, il me dit, mais j'ai passé toute mon enfance, toutes mes vacances en enfance, chez mes grands-parents qui vivaient à Guignon. Et là, il se met à me décrire toutes les rues. C'était incroyable. Voilà. Et c'est incroyable que ce soit lui qui adapte Changer l'eau des fleurs. Très étrange tout ça, toutes ces ramifications. Mais c'est étonnant, mais c'est le destin. Et il vous sourit. Oui. Une autre date importante dans votre vie, mais pour d'autres raisons, c'est le 5 février 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Valérie Perrin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Valérie Perrin. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouveau livre, Tata chez Albin Michel, un pavé passionnant et passionné, je dirais. On revient à votre parcours, on a évoqué L'eau des fleurs qui a été un tournant. Et puis j'ai trouvé la date du 5 février 2024. C'est la nuit de la déprime à laquelle vous participez de façon étonnante. Il y a une affiche où on vous voit avec Raphaël Mizrahi et avec François Morel au milieu, un peu comme dans Les Deschiens. On a fait exprès. Je dirais que c'était en 2023. Ah, c'était en 2023, oui. J'ai jamais autant ri de ma vie. J'aurais voulu faire ça toujours, en fait. On a fait Les Idiots. Là, vous connaissez La nuit de la déprime de Raphaël Mizrahi. Son engagement pour la cause animale comme la mienne. Oui. Et on s'est dit, on va faire quelque chose de rigolo. Et c'est très, très drôle, ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je me suis mise exactement à l'identique des Deschiens. Oui. J'étais à genoux. De chaque côté, avec François Morel et Raphaël Mizrahi. Et il m'en laissait pas placer une. Il me posait des questions sur mes romans, mais il répondait à ma place. Et à chaque fois que je voulais ouvrir la bouche, il me disait, en gros, tais-toi. Voilà, comme dans Les Deschiens. C'était très, très drôle. Voilà. Il faut savoir que cette nuit de la déprime, elle est née pour une fois, parce que Raphaël Mizrahi, qui est totalement fou et génial, avait décidé de lutter contre la morosité ambiante. Oui. Et puis, ça a tellement marché, tout le monde est venu pour pleurer, qui recommence chaque année. C'est génial. Hein. Voilà. À chaque fois, c'est génial. C'est étonnant. Oui. Et Les Deschiens, il faut savoir que c'est un spectacle, avant d'être une émission de télé, de Jérôme Deschamps, qui est l'oncle de Jacques Tati. D'accord. Alors, si effectivement vous êtes aux Folies Bergères ce soir-là, c'est pour défendre la cause animale. Et je crois que vous avez ce point commun avec Raphaël Mizrahi qu'on peut résumer par une chanson. Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un balai de redondon, le chat de la voisine. Yves Montand, le chat de la voisine, chanson écrite par un receveur d'autobus qu'il a apporté à Montand et qu'il a enregistré. Et c'est vrai que Raphaël Mizrahi, je crois, a recueilli dans sa maison de Troyes tous les chats de la région. Il
tous les chats abandonnés sont stérilisés, nourris, et il a fait construire une petite maison près de la sienne pour recueillir tous ces animaux abandonnés. Absolument. Je crois même qu'il a mis un système vidéo pour regarder comment ça va, et les hérissons. Oh, mais il est très très impliqué aussi. Je sais que Raphaël Mesrahi et Claude Lelouch sont allés en fin d'année dernière à Bazoches, dans la fondation Brigitte Bardot, aussi pour supplier les gens d'adopter, de ne pas acheter un animal, et puis surtout de réfléchir avant de s'engager. C'est 15 ans, et c'est merveilleux, mais il y a aussi beaucoup de contraintes. Réfléchir. Je confirme, j'ai un chien, donc je vous confirme. Voilà. Alors, il se trouve que l'amour des animaux, je crois, c'est venu de vos parents, Valérie Perrin. Oui, je pense que mes parents ont toujours été très sensibles à la cause animale. Je dirais que mon premier chien, Niki, il est arrivé, je devais avoir 7-8 ans, et ça me bouleverse parce que je pense que les animaux ont aussi leur place. Elle est fondamentale dans ce monde. Je pense que grandir avec des animaux, pour un enfant, c'est formidable parce que ça apprend l'empathie. Ça apprend à s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est un autre regard, c'est un autre langage, c'est une autre connexion, mais elle est magnifique aussi. Ah oui, et donc vous avez eu des chiens comme ça tout au long de votre enfance ? Oui. Et ça vous a marqué ? Oui. Et un jour, vous avez décidé de devenir marraine d'un refuge. On m'a proposé. La directrice du refuge animal de Guignon m'a contactée, je crois que c'est en 2017, pour me dire, je viens de voir une émission, c'est Télématin. On avait fait Télématin avec William Lémergie, et elle m'a demandé si j'accepterais d'être la marraine du refuge, et j'ai bien évidemment tout de suite accepté. Je me suis aussi engagée auprès du Parti animaliste pour les élections européennes en 2019 pour défendre la cause animale. Et puis, comme vous le savez, Jacques, maintenant il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut vraiment protéger la biodiversité, c'est très compliqué. Et surtout, il y a une association qui s'appelle L214, et c'est la première fois que ça arrive depuis quelques années. Des gens se font embaucher dans les abattoirs et postent des vidéos qui sont très compliquées, très difficiles, insupportables à regarder. Mais du coup, ça nous aide aussi, et ça aide à légiférer. Oui, parce que pour beaucoup de gens, le combat pour défendre les animaux, ça relève de l'utopie. Ça relève de l'utopie. C'est super dur, c'est très douloureux, mais il y a quand même des victoires. Heureusement. Alors, moi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Brigitte Bardot, qui, elle, est un peu désespérée. Je sais qu'elle est désespérée, je sais. Elle a tout fait pour... Elle voudrait qu'on ne mange plus de cheval, déjà de viande de cheval, que ça soit interdit en France, comme dans beaucoup de pays. On a Paul Watson qui est derrière les barreaux, qui est un homme extraordinaire, qui s'est battu toute sa vie pour sauver je ne sais plus combien de milliers de baleines. C'est un scandale. Il y a des jours où on est désespéré, vous savez, quand on en sauve un, on en voit 3 qui sont martyrisés, qu'on retrouve dans des caves torturés. Je sais que c'est dur, je comprends pourquoi elle est fatiguée, Brigitte Bardot, mais en même temps, la Fondation Bardot est une fondation exceptionnelle. Il faut savoir que elle a un rayonnement mondial et que les équipes sont extraordinaires. Heureusement qu'ils existent, ces gens-là. Heureusement. Oui, et elle s'est battue toute sa vie pour que cette fondation devienne d'utilité publique. Oui, je sais. Elle a mis des années à y arriver, parce qu'aucun politique ne faisait rien. Ils n'en ont rien à faire. Rien à faire, les politiques. Et à ses débuts, elle a été aidée par un garçon qu'on a un peu oublié, qui était Jean-Paul Stégère, qui était au journal Tintin, et qui faisait une rubrique d'animaux. Ah, je ne savais pas du tout. Et de défense des animaux. Et Bardot, alors il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que l'amour des animaux pour Bardot est né quand elle tournait un film, Une Parisienne. Un jour, en allant déjeuner dans le midi, elle voit un âne abandonné sur la route. Elle le recueille, elle l'accroche à sa voiture. Le soir, à l'hôtel, elle parvient à le faire dormir dans une sorte de garage. Et le lendemain, à la une des journaux, il y a le maître de l'âne qui se plaint en disant « On a volé mon âne ». Et elle a retrouvé le maître et elle l'a sauvé. Et je crois qu'elle a toujours dit que l'amour des animaux est né ce jour-là. Et vous avez continué à avoir des animaux, des chats, des chiens ? Oui, en permanence. J'en ai toujours. J'ai une drôle de vie. Alors je dis toujours que c'est très compliqué, mais j'ai réussi à sauver 2 chats de mon refuge qui étaient positifs au sida, à la leucose, et qui vivent tranquillement au manoir en Normandie. Et puis on a Mystique qu'on a adopté à la SPA de Cabourg il y a déjà 6 ans. Ouais. Et les chats et les chiens, ça cohabite ? Oh, sans aucun problème. Oh, tout le monde s'entend, tout le monde finit par s'entendre. Alors, les chats commandent. Exactement. Mais les chiens commandent à la maison aussi. Oui, je peux vous le confirmer. Alors, dans votre 3e roman qui s'appelait 3, justement, il y avait une histoire d'amitié entre 3 copains, Valérie Perrin, et il y avait Nina qui recueillait des chats
et des chiens et tous les animaux. En fait, Nina, elle dirige le refuge de la Comelle. Ça s'appelle la Comelle, ça s'appelle pas encore Guignon, mais c'est Guignon. Et je me suis complètement inspirée de la vie de Maude Colella, qui, elle, est directrice du refuge de Guignon. Donc j'ai beaucoup parlé avec elle de son quotidien. Qu'est-ce que c'est que le quotidien de ces gens qui travaillent dans les refuges pour les animaux? Tous les bénévoles. S'il y a beaucoup de bénévoles, ces gens extraordinaires qui viennent les promener, qui viennent nettoyer. Faut le faire tous les jours dans le froid, dans la chaleur. C'est difficile aussi psychologiquement parce que les jeunes, les petits partent très facilement. Les vieux, beaucoup moins. Les gens ont peur. Et puis, il faut savoir, on n'a pas encore évoqué ça, mais ça c'est très important. C'est pour ça que je dis toujours, réfléchissez. Un animal, ça coûte cher. Et aujourd'hui, les gens ont vraiment beaucoup de difficultés. Le quotidien est très compliqué. Donc, un animal, ça vieillit. Il faut aller chez le véto. Ça coûte des fortunes. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, réfléchissez. Alors, j'ai vu une de vos homonymes, Valérie Perrin, ex-auxiliaire de vie, qui a fondé une micro-entreprise de gardiennage d'animaux à domicile qui s'appelle Patatruffe. Ah, c'est drôle, c'est génial. Elle s'appelle Valérie Perrin. Voilà. Parce qu'il y a aussi le fait de garder les animaux. C'est très important, oui. Et même en vacances, car ils nous comprennent parfaitement, les animaux. Mais oui, bien sûr, ils comprennent tout. Alors moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours eu des gens qui venaient chez moi quand je partais. J'ai toujours fait des échanges comme ça. C'est vraiment ce qu'il y a de plus génial quand quelqu'un vient à la maison pendant que vous partez. Ouais. Et dans Changer l'eau des fleurs, il y a également des animaux. Oui, il y a les chats du cimetière. Et puis un jour, Violette tombe nez à nez avec une chienne qui se laisse mourir sur la tombe de sa maîtresse et qu'elle finit par apprivoiser et qui va finir dans la loge par vivre avec Violette. Et puis, comme Brigitte Bardot, vous menez ce combat contre les élites qui considèrent que les animaux, ça n'a aucun intérêt, Valérie Perrin. Comment on peut penser qu'aujourd'hui un animal n'a aucun intérêt? Et de quel droit? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. De quel droit, surtout? On fait n'importe quoi. Et là, vous menez des combats aussi. Parce que Brigitte Bardot est allée au sommet. Elle est allée au sommet. Et puis en plus, Brigitte Bardot, elle est écoutée. Elle est écoutée par les grands de ce monde. Peut-être encore plus à l'étranger que dans son propre pays, c'est sûr. Elle en a rencontré des présidents. Oui, et qui ont rien fait pour elle. Elle le dit elle-même. Non. Vous en parlez? Aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux suivre des gens comme Cyril Dion, comme Hugo Clément, qui eux sont beaucoup plus impliqués que nos politiques. Je pense que c'est eux qu'il faut suivre. Ce sont des figures comme celle-ci, hein. Bien sûr. Sea Shepherd, One Voice, Greenpeace. Enfin, c'est ces gens-là qu'il faut suivre et qu'il faut défendre. Et vous en avez parlé avec Brigitte Bardot, Valérie Perrin? Hélas, non, jamais. Vous devriez en parler avec elle. J'adorerais parler avec Brigitte. J'ai tellement de choses à lui dire. Et pourquoi vous le faites pas? Parce que je n'ose pas. On va essayer d'arranger ça. D'accord. Ça me paraît très important. Oui, j'aimerais beaucoup parler avec elle. Alors, les élections européennes, justement, ce parti animaliste auquel vous avez adhéré, il y a eu quand même quelques voix. Pas d'élection, mais c'est un bon départ. On a d'abord fait un très très bon départ. Et par contre, cette année, on a été extrêmement déçus. Parce que là, les gens avaient tellement peur avec ce qui s'est passé sur les dernières législatives que quand ils se sont déplacés pour aller voter, ils n'ont pas soutenu le parti animaliste parce que les gens ont eu très très peur de ce qui allait se passer. Et ils ont eu bien raison de le ressentir, puisqu'après on a dissolu l'Assemblée. Alors, il y a Coluche aussi, on ne le sait pas du tout, mais moi je le sais, moi. Il recueillait tous les chats errants du quartier. Il nourrissait tous les chats errants du quartier. Il a fait les restos du cœur, Coluche, et il nourrissait plein de chats chez lui tous les jours. C'était vraiment un cœur énorme, cet homme merveilleux. Et il y avait Paul Léoto, on l'a un peu oublié, écrivain célèbre, qui habitait Châtenay-Malabry, il venait à Paris, donc il n'y avait pas de transport comme aujourd'hui, et tous les jours il revenait à midi et il jetait la nourriture pour ses chats. Je le savais, j'avais lu. Étonnant. Oui. Et il faut savoir qu'on n'a pas un cœur pour les gens et un cœur pour les animaux. Je pense que quand les gens ont bon cœur, ils ont un cœur pour tous les êtres vivants. Ce qui est encourageant, Valérie Perrin, c'est que la jeune génération vous suit. Ah oui, la jeune génération, oui. Et puis moi, pourtant, moi, je suis pas impliquée comme une femme comme Brigitte Bardot qui est au top du top, mais je me rends compte que beaucoup de gens me remercient pour tout ça aussi. Essayer de faire le mieux que je peux pour aider les gens que j'aime et que j'admire beaucoup. Il y a une façon aussi de découvrir les animaux quand on est enfant, c'est le cinéma. Oui. Il y a eu Lassie. Et on oublie que le premier chien à l'histoire du cinéma, c'est Rintintin, en 1923. En fait, c'était un chien, un berger allemand qui avait été recueilli par un soldat américain pendant la Première Guerre mondiale, qui faisait des sauts incroyables. Daryl Zanuck l'a repéré, en a fait une vedette de cinéma, et il y a eu, il est aujourd'hui au cimetière des chiens à Agnières-sur-Seine, après Paris. Ah oui, c'est fou ça. Et vous vous souvenez, il y avait aussi Belle et Sébastien. Bien sûr. C'était magnifique. Mais Lassie, il y en a eu tellement. Ouais, je sais.
Alors, le cinéma, finalement, ça fait partie de votre vie. Au départ, ça a commencé par des scénarios avec Lelouch, avant que vous le rencontriez pour l'épouser. Alors, en fait, donc j'ai rencontré Claude en 2007, fin 2006, début 2007. À l'époque, j'ai travaillé encore dans ma boîte de téléphonie mobile. J'ai vite démissionné pour le suivre. J'ai commencé tout d'abord à faire des photos de plateau. Et puis, à partir de 2011, j'ai commencé à écrire. On avait déjà commencé à écrire autour de ces amours-là, et on a écrit pendant 2 ans. Moi, j'ai écrit pendant 2 ans pour le film qu'on a fait avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Sandrine Bonner, qui s'appelle Salon on t'aime. Et je pense que ça a été une école fondamentale pour moi, d'apprendre à construire un scénario, parce qu'on dit toujours que Claude improvise. Oui, mais sur des choses extrêmement écrites. C'est la base du travail. C'est la base du travail. Même pour le journalisme. Voilà. Et je crois que le jour du mariage, il a même filmé votre mariage. Oui, je confirme. Il a réussi, d'ailleurs, dans le prochain film, qui s'appelle Finalement, avec Anne Mérad, qui sort le 13 novembre prochain. Il y a un petit extrait de la soirée de notre mariage. C'est très drôle. C'est pas grave. C'est Claude. Il vit comme ça, il vivra toujours comme ça. Là, en ce moment, il est déjà dans le prochain scénario. Et du coup, il est heureux parce qu'il me dit « Oh là là, ça va être extraordinaire, ça va être encore plus fou que les autres. » Et je trouve qu'il a beaucoup de chance d'être passionné comme ça. Et nous, on a beaucoup de chance de vous recevoir. On en parlera d'ailleurs avec lui dans quelques jours dans les Clés d'une vie. Et on va revenir à cette date de sortie de Tata, le 19 septembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Valérie Perrin. Sud Radio, les Clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les Clés d'une vie, mon invité Valérie Perrin. On a parlé de tout votre parcours avec le succès de Changer l'eau des fleurs, avec tout ce que vous faites pour les animaux. Et le 19 septembre 2024 est sorti votre nouveau roman, Tata, chez Albin Michel, un pavé de 600 pages. Et d'ailleurs, il est déjà presque en tête des ventes, je crois, non ? Il est en tête des ventes. C'est incroyable. Depuis la sortie, oui. C'est incroyable. Et vous en revenez vous-même ? Non, parce que c'est pas possible. C'est comme un conte de fées, plus. Alors, l'histoire de Tata, c'est une femme qui est théoriquement sans histoire, justement. Et vous en avez fait une histoire très particulière. Elle est théoriquement sans histoire, mais il n'existe aucune personne qui n'ait pas d'histoire, en fait. Vous en êtes convaincu depuis toujours. Je suis convaincu depuis toujours. Mais ce que Lelouch d'ailleurs dit aussi. Oui, c'est sûr, bien sûr. Et puis, je pense tous les artistes, tous les auteurs pensent ça. Je pense. Et effectivement, Tata, c'est Colette Septembre, c'est une cordonnière née après la guerre et qui a eu une vie, ma foi, bien tranquille et qui est morte en 2007. Sauf qu'en 2010, on contacte sa Agnès, qui vit à Paris, pour lui dire « Votre tante vient de mourir ». Chose absolument impossible, puisque ma tante est décédée en 2007, il y a 3 ans, elle est morte et enterrée au cimetière de Guignon. Eh bien non, madame, a priori, elle vient juste de partir à telle adresse. Et donc là, la nièce va retourner à Guignon pour déjà reconnaître le corps de cette femme qui vient de mourir. Et si c'est bien sa tante qui vient de mourir, qui repose à sa place depuis 3 ans? Et surtout, pourquoi fait-elle croire qu'elle est partie depuis 3 ans? Comment peut-on cacher sa vie et se faire croire qu'on est mort pendant 3 ans? Et là, j'ouvre beaucoup de pistes. De boîtes. Alors, comment est née l'idée, Valérie Perrin? L'idée, elle est commencée par le mot Tata. J'étais à l'Isle-Adam avec Claude. J'avais commencé l'écriture de 3, donc ça doit être 2019, et j'ai entendu un petit garçon appeler sa tante, hurler « Tata, Tata !» Et ça m'a, ça m'a foudroyé. Et à partir de ce mot-là, à partir de cet instant, j'ai commencé à construire tout le personnage, peu à peu. Avec en plus, je crois, une découverte dans une brocante. Oui, mais alors à laquelle j'avais pas du tout pensé à l'époque où je l'ai trouvée, une collection, la collection d'un fan de football qui a découpé tous les journaux, tous les articles concernant l'équipe de Guignon pendant des années 60 aux années 80. Et tout écrit au stylo plume. Enfin, c'est merveilleux. C'est une collection merveilleuse que j'ai découverte il y a une 20aine d'années dans une brocante et que j'ai offert à mon père. Voilà. Je lui ai dit, tiens, ça, c'est sûrement quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, j'ai réutilisé aussi cette belle collection pour faire croire dans mon roman que c'est Colette qui l'a faite. Voilà. Elle est fan de football, donc oui. Vous retournez sur vos terres natales avec Guignon. Oui, cette petite tante qui n'a l'air de rien, qui est cordonnière, elle va le samedi voir son équipe favorite. Et il y a un événement très important qui a été très marquant pour nous à Guignon, c'est qu'en 2000, au Stade de France, l'équipe de Guignon a gagné la
Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain. Et en fait, j'avais besoin, ça s'est passé en 2000, en avril 2000, et ce jour-là, la grande histoire, on va dire, en tout cas l'histoire de ce football-là, rejoint la petite histoire parce qu'il se passe quelque chose de fondamental dans le roman pour deux personnages, mais on n'en dira pas plus. Bien sûr. Il faut savoir aussi qu'il y a l'ambiance du football, et ça, vous l'avez connu dès vos jeunes années. Bien sûr, oui, bien sûr. Nous, je vous dis, on en parlait quand on a commencé cet échange. On passait beaucoup de temps. On allait tous au foot parce que c'était là où les vieux se retrouvaient, les jeunes se retrouvaient, les moyens se retrouvaient, les femmes retrouvaient des copines, les hommes se retrouvaient entre hommes. Et c'était aussi une réunion joyeuse. Oui, mais il y avait le but aussi, quand l'ambiance quand on marque un but. Oh bah c'est formidable ça. Ça, c'était l'explosion de joie. Alors, dans le livre, il y a aussi une autre clé importante, Valérie Perrin. C'est une valise de vente magnétique que votre personnage retrouve. Oui, absolument. En fait, mon personnage, ma narratrice qui s'appelle Agnès, qui est cinéaste, qui a 38 ans au moment des faits, elle a oublié quand elle était jeune, ado, son magnétophone chez sa tante. Et cette tante, elle a récupéré des cassettes vierges et elle dit à sa nièce, elle raconte sa vie, des morceaux de sa vie à sa nièce. Elle se livre à sa nièce à travers ses cassettes parce qu'elle était tellement timide, cette Colette, qu'elle n'aurait peut-être pas osé lui dire comme ça, les yeux dans les yeux. Et elle s'épanche pendant des heures et des heures sur des cassettes qu'Agnès va écouter. Et qui vont être le fil conducteur de l'histoire. Et qui vont être le fil conducteur de l'histoire. Une histoire qui se déroule de 1956 à 2011, Valérie Perrin. Alors oui, le présent, c'est vraiment 2010. Il y a un tout petit événement qui va se passer en 2011 et on peut même dire que je remonte aux années 30. Parce que justement, vous racontez la vie de l'héroïne et de la tante, et l'héroïne va de surprise en surprise en découvrant sa vie. En découvrant les propres histoires de sa propre famille. Il y a des choses, et ça arrive très souvent, qui ne sont pas dites, qui sont tues, et pour le bien, parfois c'est pas bien, parfois c'est bien. Et Agnès, c'est vrai qu'elle va aller de surprise en surprise. C'est un roman où il y a beaucoup d'histoires d'amour, et comme dans mes autres romans, j'ai envie de dire, il y a un fil conducteur de polar aussi. Oui, de véritable polar. Et puis une héroïne qui est cinéaste, donc il y a un point commun avec vous, Valérie Perrin. Oui, bien sûr, elle est cinéaste, elle a connu de grands succès. Je parle beaucoup de scénario aussi, de qu'est-ce qu'on fait d'après, parce que il est très clair qu'elle ne veut plus réaliser, alors qu'elle est une grande réalisatrice, qu'elle est brisée par un chagrin d'amour, elle a beaucoup de mal à s'en remettre, et elle n'a plus et il faut savoir aussi que l'homme qu'elle filmait, c'était son mari, que c'était sa muse, que c'était ce qui la motivait, et que maintenant qu'il n'est plus dans sa vie, elle a perdu le goût de filmer. Donc que va-t-elle devenir, que va-t-elle faire même de sa propre vie, et personnelle et professionnelle? Alors, il y a aussi des points, et je me demande si c'est des points qui se rapportent à votre enfance, de votre héroïne, Valérie Perrin. Notamment, elle passait ses vacances d'enfance chez elle, alors que d'autres partaient à la mer. Oui, absolument. Alors ça, c'était intéressant aussi, parce qu'il faut savoir que ma narratrice, Agnès, ses parents sont deux musiciens virtuoses, un père concertiste, pianiste, et une mère violoniste. Et c'est vrai que pour avoir beaucoup échangé, beaucoup préparé ces deux personnages avec Anne Gravoin, qui est violoniste, et Pascal Amoyel, qui est un grand pianiste, je sais qu'ils ne sont jamais là. Et d'ailleurs, les deux m'ont dit, on a deux valises. Une qui est prête, et une qu'on ramène avec le linge sale. En gros, ils sont jamais là. Et je voulais aussi raconter ce que c'est que d'être l'enfant de grands artistes comme ça, un peu solitaire, un peu seul, et qu'on met chez la tata à Guignon le temps de partir au bout du monde. Alors c'est pas moi, parce que nous, on partait tous les ans au bord de la mer l'été, c'est sûr, tous les ans. Ou dans le sud, plutôt dans le Var, ou en Bretagne. Voilà. Et il y a aussi des livres qui bercent l'enfance de votre héroïne, qui sont Tintin au Tibet, Le Temple du Soleil, et là aussi. Moi j'adore Tintin, moi. Je suis une fan absolue. Moi aussi, quand j'étais petite, je lisais Tintin, mais pas que petite. Je continue toujours à lire Tintin. J'adore, oui. Et Tintin au Tibet correspond à la période de dépression d'Hergé, qui avait quitté sa première femme Germaine pour Fanny, et il ne s'en remettait pas moralement. C'est fou, ça. C'est pour ça qu'il a fait un album tout blanc. D'accord. La raison. Il est beau, le Tintin au Tibet, il est très beau. Magnifique, mais tous les Tintins sont magnifiques. Magnifique. Alors, il se trouve qu'on parle musique, et il y a quelqu'un, justement, que vous affectionnez et dont vous parlez dans ce livre, Valérie Perrin. Ouais, Souchon. Alors, va savoir pourquoi.
Ça, c'est des bonnes questions qu'il faudrait poser à son inconscient. Il était tout le temps là dans ma tête pendant l'écriture de ce roman, Alain Souchon. D'ailleurs, à un moment donné, du coup, j'ai laissé complètement rentrer dans le roman. À un moment donné, Agnès dit, c'est marrant, j'ai le présent, mon présent s'appelle Souchon. C'était vraiment, mon présent s'appelait Souchon à ce moment-là. Et dans le roman, à un moment donné, plus sur la fin, Agnès s'amuse à extraire une phrase par chanson. Et ça donne toutes les pépites qu'il a pu écrire. Et ça, je l'ai réellement vécu avec Claude. Un soir, je lui ai dit... J'étais obsédée par Souchon, vraiment. Et je lui ai fait écouter, je sais pas, on a écouté 30 chansons et à chaque fois, je me suis amusée à aller chercher la plus jolie phrase des chansons. Et je l'ai mis dans mon roman. Voilà. Et moi, je me souviens d'une rencontre avec Souchon, débutant à la Pizza du Marais en 73. Il faisait l'amour 18h30 qui ne marchait pas du tout. Il disait, je vais abandonner la chanson. Incroyable. Et heureusement, il a rencontré Laurent Voulzy, qui est devenu son frère. Oui. Et ça a donné les chefs-d'œuvre qu'on connaît. Oui. Alors, il y a aussi, petit à petit, on retrouve des caractères très différents dans le roman. Et il y a un scénario qui s'écrit dans le roman. Oui, en fait, avec des caractères différents. Oui. Je me suis vraiment... je me suis sentie libre comme jamais j'ai été libre pour écrire ce roman. Et je me suis tout permis. Et à un moment donné, effectivement, il y a un scénario qui ressort, le scénario d'Agnès, et qui peu à peu va se fondre et va aller vers le roman. Parce qu'on sent que cette réalisatrice, elle a envie d'aller vers l'écriture du roman. Et l'histoire se situe non loin de Paray-le-Monial dont vous parliez. L'histoire se situe à Gueugnon. Gueugnon, pareil, il y a 20 km qui séparent ces deux villes. Oui. Et vous savez que quelqu'un de très célèbre est né à Paray-le-Monial dans la maison du garde-barrière, c'est Jacqueline Maillan. Ah, je ne savais pas du tout. En revanche, je me souviens que le pape Jean-Paul II est venu à Paray-le-Monial et qu'à ce moment-là, je vendais, je crois que c'était la Croix. J'étais très jeune. Alors, il se trouve aussi que vous avez réussi une performance, Valérie Perrin. Ce livre, vous l'avez écrit sans connaître la fin. Alors, je n'écris jamais un roman si je ne connais pas la fin. Je connaissais la fin. En revanche, je savais que tout reposait sur la fin. Donc c'était long, parce que j'ai écrit pendant 2 ans et demi et j'écris tout au fur et à mesure. Je construis au fur et à mesure. J'ai besoin d'arriver pleine de ce que j'ai dit la veille pour continuer à avancer. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à la fin, je me disais, si je n'aime pas, si ce que j'ai imaginé, ça ne tient plus la route, je ne rendrai pas ce manuscrit à mon éditeur. Mais je l'ai dit à personne. Et je l'ai fini chez moi, dans ma maison, en Bourgogne. Et je me rappelle, je suis sortie, il faisait beau, il y avait du soleil. J'ai appelé Claude et je lui ai dit, ça y est, j'ai fini. Voilà. Et la maison de Bourgogne est présente dans ce livre. C'est un endroit où vous vous recueillez pour écrire. Oui, c'est une maison dont je suis tombée amoureuse en 2021. Et je l'aime d'amour. Elle est pas très loin de Gueugnon. Elle est à une 15aine de kilomètres de Gueugnon, dans la campagne sud Bourgogne, limite Morvan. Et là, on peut écrire pendant des heures et des heures. Oh oui. Est-ce que vous imaginez ce parcours, Valérie Perrin, quand vous avez publié Les Oubliés du dimanche? Jamais de la vie. C'est impossible. Impossible. Comment? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Ça faisait 4 jours que Tata existait et on m'a tout de suite appelé pour me dire elle est déjà première des ventes. J'ai beaucoup de mal à réaliser. Et l'avenir maintenant? L'avenir, je porte déjà depuis très longtemps le prochain roman. Je commencerai à y travailler l'année prochaine. Je prends du temps, vous savez, il y a 3 ans d'écart entre mes 4 romans, donc il n'y a pas de raison que ça aille plus vite. J'aime bien prendre le temps d'écrire, de réfléchir, de construire. Puis après, on verra. Et ça pourrait être un film, Tata? Je crois qu'il y a déjà pas mal de gens qui se sont positionnés. Il y a pas mal de producteurs qui sont intéressés par Tata. Vous n'avez pas envie de réaliser un film? On m'a posé la question. Vous voyez, on m'a dit, mais est-ce que tu veux le réaliser? Parce qu'on a le sentiment que c'est toi qui vas le réaliser. Je ne veux pas faire... D'abord, d'une part, je ne veux pas faire le même métier que mon mari. Et puis, je suis sûre que j'en suis incapable. Quand je vois ce qu'il fait, lui, les armées qu'il soulève, j'ai pas envie... Je suis extrêmement bien dans cette chose d'écriture, dans cette chose du secret, de la solitude. Ça me plaît beaucoup, de plus en plus d'ailleurs. Et je crois que vous plaisez de plus en plus aux lecteurs, et ils sont de plus en plus nombreux. Ça s'appelle Tata, c'est sorti chez Albin Michel. C'est un pavé de 600 pages. C'est extraordinaire d'arriver à tenir une histoire sur 600 pages. Déjà 3 étaient déjà pas mal. Ouais. C'était un pavé. Je crois bien que Changer l'eau des fleurs était un pavé aussi. Oui. Et puis dans le genre, Les Oubliés du dimanche, c'était pas mal non plus. Mais c'est vrai que là, c'est encore plus. C'est vrai qu'il est très dense, celui-là. Et on ne lâche pas du début à la fin, je vous le confirme. Merci Valérie Perrin, merci d'avoir écrit Tata, puis rendez-vous pour le livre suivant. Avec plaisir, Jacques. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.